Bonjour, Isabelle Bertrand, je vous laisserai vous présenter. La transition est habile. Nous avons donc un agriculteur qui ne laboure plus des sols. Les sols, tout le monde en parle, surtout depuis 2 ans, depuis le 4 pour 1000, les sols, stock de carbone. Et on veut bien croire que grâce aux arbres, le stockage ou le stock, le flux, le stock, tout ça augmente et tout ça est merveilleux. Vous allez nous en dire un peu plus, c'est sans doute pas si simple. Oui, alors bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Bertrand et je travaille à l'INRA UMR Ecoisol sur Montpellier. Et donc effectivement on parle beaucoup du stockage de carbone avec l'effet 4 pour 1000 et je dirais que la bonne nouvelle c'est quand même que l'agroforesterie a été montrée pour avoir un effet bénéfique sur le stockage du carbone. Il faut relativiser ces chiffres-là puisque on a un surplus de stockage de l'ordre de 0,2, 0,3 tonnes de carbone par hectare et par an, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même existant et c'est important de le savoir. Quelle que soit la culture associée aux arbres ? Oui, alors par contre... Non, on va stocker c'est pas tellement, il ne faut pas raisonner forcément en type de culture, il faut raisonner en succession culturelle plutôt. Et on va avoir des pratiques que l'on sait stocker davantage de carbone, en particulier l'apport d'engrais verts ou l'apport de cultures intermédiaires. Le principe étant que plus on met de matière organique dans un sol, plus on va stocker de carbone. Ça, de toute façon. Maintenant, ce qu'il a aussi été montré, et ça c'est un peu pour faire écho à mon prédécesseur, c'est aussi que le stockage de carbone dans ces systèmes, il se fait essentiellement sous la ligne d'arbre. Et on peut évidemment comprendre que l'arbre, par sa biomasse, qu'elle soit aérienne ou souterraine, contribue fortement à ce stock de carbone. Mais on a aussi mis en évidence que la ligne, alors je vais reprendre la même appellation puisque je pense que c'est important qu'on ait tous les mêmes appellations, donc le linéaire sous-arboré, en fait, joue un rôle majeur dans ce stockage de carbone, et ce jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le fait d'avoir cette bande enherbée d'environ 1 à 2 mètres de large selon les pratiques, c'est vraiment un puits de carbone conséquent, et on peut imaginer certaines approches d'ingénierie écologique pour maîtriser justement ces... Ça veut dire quoi ? Élargir encore ces bandes enherbées sous les arbres ? C'est pas forcément les élargir, mais c'est introduire davantage de plantes pérennes à l'intérieur ou avoir une approche fonctionnelle lors de leur mise en place, avec introduire davantage de diversité végétale encore au sein de ces bandes enherbées. Et cette diversité végétale, la question qu'on se pose actuellement, et ça c'était aussi pour faire écho au ping-pong précédent, où on a beaucoup parlé finalement des effets bénéfiques de la diversité végétale sur les auxiliaires, sur ce qui se passe dans notre monde de visu, dans le souterrain. On a les mêmes questions finalement dans cette face un peu cachée qu'est le sol. Est-ce que augmenter la diversité végétale en surface sera bénéfique finalement pour les organismes du sol et pour leur fonctionnement ? Et jusqu'où peut aller l'étendue de cet effet bénéfique ? On peut penser en particulier au développement de la macrofaune, qu'on sait avoir un rayon d'action assez large. Donc voilà, donc on s'interroge beaucoup et on est en train de lancer des programmes sur ce genre d'études. Ça, c'est la première chose. Donc ce qui compte, c'est pas tant la bande enherbée, mais c'est la bande enherbée avec l'arbre. Parce que sinon, j'allais vous dire, on coupe les arbres, on met une bande enherbée et on stocke du carbone. Non. Le fait d'avoir un arbre favorise vraiment l'enracinement profond. D'accord. Et c'est très important d'avoir cet enracinement profond aussi parce qu'en fait ça permet d'avoir les racines, on les voit comme des ingénieurs écologiques, exactement comme la macrofaune. Et le fait d'avoir cet enracinement profond permet de créer de l'habitat pour toute cette ingénierie écologique que sont la macrofaune, etc. Donc, seulement les racines ou vous mettez dedans le mycélium également ? Alors, le mycélium arrive avec l'arbre et c'est tout l'avantage d'introduire des arbres. C'est que justement, on va introduire énormément de bactéries et surtout de champignons. Alors, ces champignons, ils ont plusieurs rôles. Le rôle qui est le plus connu, c'est effectivement la partie mycorhizienne, cette notion un petit peu de partage de ressources. Mais il y a aussi un autre rôle, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de stockage de carbone. Il faut être conscient qu'on ne peut pas stocker de carbone si on n'a pas un niveau de nutriments dans les sols suffisant. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Des études qui ont été menées récemment, donc c'est en Australie, mais ça n'a pas d'importance finalement. Et ce n'est pas un système agroforestier par contre, puisqu'on n'a pas de recul là-dessus, mais je pense qu'on obtiendrait le même type de résultats. Montre que lorsqu'on apporte des mêmes quantités de carbone organique dans un même sol,
En fait, si on apporte des fertilisants avec, donc de l'azote et du phosphore, on va avoir une augmentation des stocks de carbone de l'ordre de 5 tonnes par hectare en 5 ans. Exactement le même traitement sans apport de fertilisants, on diminue les stocks de carbone. Donc ça veut bien dire que dans un sol, il faut avoir un niveau minimal d'azote et de phosphore en particulier pour pouvoir stocker du carbone. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc on ne peut pas infiniment diminuer la quantité de nutriments. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Mettre un petit sac d'engrais en début de printemps Non, c'est pas forcément ça, parce que en fait, tout dépend du potentiel de stockage des sols, en fait, et de la nature de la matière organique qu'on apporte. Ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau de saturation où les nutriments deviennent limitants pour le stockage du carbone. Et il faut qu'on arrive à appréhender ce niveau de saturation. Et je pense que c'est important de savoir qu'on peut arriver à ce niveau de saturation et on pourra apporter énormément de carbone, on n'en stockera plus si on n'a pas ces nutriments-là. Ça, c'est la première chose. Mais tout ce qui est intéressant, et pour en revenir à l'arbre et avec ses champignons, c'est qu'en fait, les champignons, comparés dans un sol, la vie biologique, c'est essentiellement, on va résumer, des champignons et des bactéries. C'est très résumé. Et donc, les bactéries ont des besoins en nutriments qui sont supérieurs aux champignons. On voit ça par des rapports stoichiométriques. Donc, en fait, si on a des développements de champignons qui sont très conséquents, on peut augmenter le potentiel de stockage d'un sol à long terme. C'est le cas des forêts, par exemple, où en fait, dans les forêts, vous avez souvent une population fongique qui est beaucoup plus élevée que la population bactérienne. Et l'avantage des champignons aussi, c'est finalement qu'ils ont un mode de recyclage des nutriments qui est beaucoup plus lent, mais beaucoup plus efficace que ne le sont les bactéries. On appelle ça des milieux fermés, finalement. Donc, on maximise les interactions biologiques, on diminue les pertes vers l'environnement, que ce soit des pertes par lessivage ou des pertes par émission de gaz à effet de serre, alors qu'à l'inverse, lorsqu'on est vers des systèmes plus agronomiques où on va augmenter les intrants, on va augmenter les perturbations aussi avec le labour, etc. Là, on est davantage vers des systèmes dits ouverts et donc on a des phénomènes de perte en fait vers lessivage, vers l'hydrosphère ou vers l'atmosphère. Et donc tout l'avantage, je dirais, de l'agroforesterie, c'est finalement qu'on juxtapose ces deux types de milieux et il faut qu'on essaie de comprendre, et je pense qu'on y travaille actuellement, quelle est l'étendue spatiale de l'effet de l'arbre finalement, jusqu'où va vraiment cette étendue en termes de fertilité. Je parle de fertilité biologique et chimique en fait, avec le terme plus classique de l'arbre. Il introduit cette hétérogénéité spatiale et on ne sait pas encore bien jusqu'où il va, en tout cas jusqu'où on peut avoir un effet bénéfique. Et c'est ça qui va être primordial, je pense, pour donner en fait finalement des formes de recommandations sur les fertilisations à venir. Mais ça ne peut se faire qu'à la parcelle, où on peut faire des généralités en fonction du climat, en fonction des terres. Non, je pense qu'on va pouvoir être amené à faire des généralités, d'abord par de la modélisation de processus, en prenant en compte finalement la profondeur d'enracinement, l'architecture un petit peu racinaire des arbres et le déploiement finalement du mycélium et les quantités de champignons et de bactéries qu'on va trouver dans des sols et déployer des indicateurs assez simples finalement. On n'a pas besoin d'indicateurs très complexes, on ne va pas rentrer dans la structure de communauté, mais des indicateurs assez simples qui vont nous permettre sur plusieurs parcelles d'aller regarder l'évolution en fait de ce taux de champignons, de bactéries et de nutriments dans les sols. On en est où pour finir sur la caractérisation des flux et du stock de carbone en agroforesterie? En plus que vous venez de nous dire que oui, il fallait aussi regarder ce qui se passe au niveau de l'azote et du phosphore. C'est un champ de recherche à ouvrir où on a suffisamment de biblio pour l'instant Non, alors sur les stocks de carbone, donc on a établi en milieu tempéré au niveau de l'agroforesterie, on arrivait donc à avoir un surplus de stockage de l'ordre de 0,3 tonnes à peu près de carbone par hectare et par an, ce qui est comparable à d'autres pratiques. Mais ce qui est important, c'est pas tant les stocks de carbone que la notion de séquestration de carbone. La notion de séquestration de carbone, c'est un bilan où on va prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et pas simplement la présence ou l'absence de stock de carbone organique dans un sol. Donc ça, on a beaucoup moins de recul là-dessus. Il y a une synthèse qui vient de sortir là, il y a quelques mois, mais qui est basée que sur des études à l'étranger et essentiellement en milieu tropical.
donc c'est pas toujours très transférable à nos conditions, qui montre quand même qu'on n'a pas de surplus d'émissions de N2O et de méthane dans le système agroforestier par rapport à un témoin agricole, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque vu qu'on a plus de puits de carbone, ça signifie qu'on aurait une meilleure séquestration. Maintenant, ça, il faut le valider en système tempéré, ça n'a pas été fait. C'est la première chose, et ça rejoint en fait les études qui ont été faites sur stockage de carbone, où une question qui demeure, outre le fait qu'il faut avoir une approche, je dirais, plus élémentaire, la question qui demeure, c'est aussi la durabilité du carbone qui est séquestré, puisque dans certains sites d'études, on a pu montrer que c'était essentiellement une matière organique dite particulière, donc qui est assez peu liée aux particules de sol et qui pourrait être à nouveau remise en circulation finalement sous forme de gaz à effet de serre assez rapidement avec des perturbations. Voilà. D'accord. Mesdames, Messieurs, a-t-il des questions ? Patrick Cochard, Chambre d'agriculture de l'Aube. Juste une petite question justement à Madame Bertrand, c'était pour clarifier. Vous parlez du stockage carbone dans le sol, vous ne parlez pas du stockage de carbone dans l'arbre lui-même. Parce que les tonnages que j'avais en tête étaient généralement plus importants. Oui, bien sûr. Non, les chiffres que je vous ai donnés, c'est bien du stockage de carbone dans les sols. Ça ne comprend pas en fait la notion de stockage dans la biomasse, qui est beaucoup plus conséquente. Donc, ni l'arbre, ni la litière, ni les racines. Ça comprend par contre, non en fait ça ne comprend pas, comprend les entrées de carbone qui ont été amenées par les racines à travers des formes d'exsudation de carbone, mais ça ne comprend pas ces entrées-là, et la raison pour laquelle on ne les comptabilise pas, c'est parce qu'on sait que c'est un carbone dit, on appelle ça dans notre jargon labile, c'est qu'il va rapidement être décomposé, en partie en tout cas, et de fait il ne pourra pas à long terme être compté dans cette notion de stabilisation de stock de carbone. Voilà. C'est pour ça que dans ces chiffres-là, on ne le prend pas en compte. Il y avait une question au fond, monsieur. Question courte, réponse courte, sinon vous n'aurez pas de café. Ouais, elle est déjà faite. Bonjour, donc Paul Houdin, apprenant au CFPPA de Crony. Je voulais poser une question, c'était par rapport au sol, et vous avez effleuré un peu la question du phosphore et de l'azote. Les cycles du phosphore et de l'azote par rapport à l'agroforesterie. Je voulais vous demander par rapport à un contexte d'autonomie des exploitations agricoles, vu qu'à la fois on importe du phosphore et que on fabrique à grand coût énergétique, avec un coût énergétique effrayant de l'azote. Est-ce que l'agroforesterie peut répondre à ça, et si oui, dans quelle mesure ? Alors, elle peut en partie répondre à ça, et tout va dépendre bien sûr du système qui est mis en place. Vous pouvez très bien imaginer que vous allez planter des arbres qui sont des arbres fixateurs d'azote. Lorsqu'on est en système tempéré, c'est vrai que le panel d'espèces disponibles n'est pas énorme. C'est quoi, l'acacia, l'aulne ? Voilà, l'acacia, l'aulne, les féviers. Donc du coup, ça peut être un choix, et là les entrées d'azote dans des systèmes qui sont relativement bas intrants sont assez conséquentes. C'est aussi bien sûr l'introduction dans les systèmes agroforestiers de légumineuses, que ce soit, donc ça pourrait très bien être sur la bande enherbée ou linéaire sous-arborée, et bien sûr dans le champ, enfin dans la zone cultivée. Donc ça, ce sont des pratiques pour l'azote. Pour le phosphore, c'est un petit peu différent, puisqu'il n'existe pas de plante bien sûr qui fixe le phosphore. Par contre, on sait que certaines espèces ont des capacités par leur activité rhizosphérique à aller finalement chercher du phosphore qui a priori n'est pas compté comme disponible. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans nos sols, on a souvent beaucoup de phosphore. On n'est pas limité si on regarde la teneur en un élément total. Par contre, ce phosphore n'est pas disponible pour les plantes. C'est un vrai souci. Et c'est pour ça aussi que l'efficacité des engrais phosphatés est relativement faible. Donc, on peut choisir un certain nombre d'espèces qui ont, par leur propriété rhizosphérique, avec des excrétions de protons ou d'acides organiques, la possibilité en fait d'aller chercher du phosphore. Voilà. Donc ce type d'association, c'est aussi des études qui sont menées sur les associations céréales, légumineuses, les cultures associées, où on regarde finalement cette facilitation qui peut exister entre deux espèces pour un même pool de phosphore. Voilà, c'est pas l'arbre tout seul. Hein, non, bien compris. Voilà. Juste un point, on peut appeler ça comment ? C'est un mutualisme entre les cultures et l'arbre ? Oui, on peut avoir du mutualisme, et voire même, et c'est ce qu'il faut chercher, de la facilitation, c'est-à-dire aller au-delà finalement.
dans les processus. Merci, c'est l'heure du café avec un peu de retard. Essayez de revenir vers 35-40, pas plus.